C'est Jean-Marc Daniel qui est ce matin face à Emmanuel Le Chypre. Retour sur les critiques d'Emmanuel Macron autour de la BCE. Hier dans les Échos, il a émis l'idée qu'il fallait faire évoluer le mandat et notamment sur les changes. Le dollar américain et le renminbi chinois sont des armes alors que la croissance patine ici. Est-ce qu'il faut rentrer dans la guerre d'échange, Jean-Marc ? Alors, je pense que non, il ne faut pas rentrer dans la guerre d'échange, d'autant moins que je pense que l'euro est déjà sous-évalué. Alors, pourquoi est-ce que l'euro est sous-évalué ? Vous avez plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer le bon taux de change d'une monnaie. Alors, vous avez un indicateur ancien, qui est l'indicateur qu'on utilise assez souvent en référence, qui est la parité des pouvoirs d'achat. C'est-à-dire de vérifier qu'un panier de biens dans un pays donné a la même valeur une fois qu'on a changé la monnaie, une fois qu'on est passé à la monnaie d'un autre pays, la même valeur que dans cet autre pays. Grosso modo, c'est l'histoire du Big Mac Index. On regarde combien vaut un Big Mac à New York, combien il vaut à Francfort et à Paris, et on se dit le taux de change doit faire en sorte que le prix du Big Mac soit le même dans les deux zones. Alors ce Big Mac Index, en fait, on s'aperçoit que au sein même de la zone euro, le Big Mac n'a pas le même prix en Allemagne, en France, en Italie et tout ça. Et donc ça part d'un dollar qui devrait valoir, un euro qui devrait valoir $1, à un euro qui devrait valoir 1,4 $. Donc c'est pas un bon indicateur. Le bon indicateur, c'est la situation du solde extérieur. C'est-à-dire que la zone euro dégage des excédents extérieurs et donc une zone qui est en excédent extérieur a une monnaie qui normalement est sous-évaluée. Au mois de septembre, l'excédent extérieur de la zone euro a été de 24 milliards et là-dedans, il y avait 19 milliards d'excédents commercial, c'est-à-dire que vous avez la partie où on échange des biens et des services, et puis il y a la partie où on échange du tourisme, où on échange, où on reçoit des revenus des placements extérieurs. Bon, sur un an, le compte extérieur de la zone euro, c'est-à-dire l'ensemble, non pas strictement commercial, mais l'ensemble, a dégagé un excédent de 310 milliards de... Et du coup, ça devrait être quoi notre bon niveau de l'euro pour vous ? 1,39, 1,40. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, alors pourquoi 1,39, 1,40 ? Parce qu'il y a des calculs qui ont été faits par la Banque mondiale sur la base de calculs très très développés qui avaient été faits dans les années 80. Et donc à ce moment-là, la Banque mondiale est arrivée à environ, par rapport au Deutsche Mark, à ce qui correspondait à 1 euro égale 1,39 $. Pourquoi ? Parce que ces 308 milliards que l'on place, ces 308 milliards, il y a 15 milliards d'excès, on les place. Donc il y a 15 milliards qui renforcent les réserves de la Banque centrale et il y a 293 milliards qui servent à acheter des usines à l'étranger. Et je maintiens, nous avons besoin d'acheter le plus possible. Emmanuel, 1,40 €. Le raisonnement de Jean-Marc est absolument passionnant parce que voilà où finalement la théorie abstraite, la modélisation absurde nous conduisent. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'en Europe, on vit arc-bouté sur des schémas théoriques. C'est vrai sur la politique monétaire avec cette obsession ringarde de l'inflation, c'est des politiques de compétitivité où on est ouvert à tous les vents, etc. Et en fait, l'application du dogme économique, dont vous avez eu la démonstration avec tout ce qu'a dit Jean-Marc sur la balance courante, etc., qui est très vrai sur le fond, mais tout ça nous conduit dans une situation absolument catastrophique. Donc, moi, je vois bien les avantages d'une monnaie forte, la stabilité, le pouvoir d'achat extérieur, etc. Vous jetez tout. Mais non, mais la réalité, c'est qu'il y a des situations qui imposent de faire fi du dogme et d'être un peu pragmatique et pas dogmatique. Et le pragmatisme, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de voir que finalement, les États-Unis et la Chine utilisent leur monnaie comme des armes de compétitivité massive, et que finalement cette histoire d'euro qui doit être au contraire conduit à un niveau beaucoup plus faible, c'est l'autre versant de ce que dit Nicolas Dufourcq et qui a tant marqué les esprits, que si on ne se protège pas, il n'y aura plus une PME industrielle depuis la Pologne jusqu'à la Bretagne. Donc, il faut absolument nous protéger. Notre survie en dépend. Sur les politiques de concurrence, c'est pareil. Quand vous regardez la Chine, les États-Unis, elles se protègent finalement avec des réglementations, etc. Nous, on a ouvert nos frontières à tous les mondes. Donc, il est très urgent de mais un euro faible, Jean-Marc, ça protège un euro faible ? Non, mais attendez, je termine juste. Alors, parce que la Chine est quand même entrée. Pourquoi la Chine est si forte aujourd'hui ? Parce qu'elle est rentrée dans l'OMC avec un niveau honteusement surévalué de son yuan. Et alors vous allez me dire, ah ben oui, mais regardez, non, l'euro
l'euro n'est pas trop fort, puisque des pays comme l'Allemagne s'en sortent. Mais n'oublions jamais que l'Allemagne est entrée elle-même dans la zone euro à un niveau de change de son Deutschmark très largement sous-évalué. Donc il y a un moment où la théorie c'est bien, mais il faut être pragmatique, et l'urgence c'est de redonner du souffle à l'économie européenne en dévaluant l'euro. Très bien. Alors, est-ce que ça protège l'économie européenne? Non, ça ne protège pas l'économie européenne. C'est l'équivalent, effectivement, d'un droit de douane. C'est-à-dire que vous prenez du pouvoir d'achat à votre population en prétendant lui apporter davantage d'emplois et de dynamisme économique. Exactement ce que fait Trump. Et c'est ce que fait Trump. Sauf que Trump, il est en train de s'apercevoir que les 30 milliards de droits de douane qu'il récupère tous les mois maintenant en disant que ça fait vivre l'Amérique et tout ça, c'est le... Il prend sur les Américains. Il le prend sur les Américains. Et les Américains commencent à lui dire, on ne t'a pas élu pour nous faire baisser notre pouvoir d'achat. Et donc, il y a des faits. C'est-à-dire, comme on dit dans une langue que j'affectionne tous les mardis, c'est... Le latin. Oui. Da factum, dabo ius. C'est-à-dire, tu me donnes la réalité, les faits, et je te donnerai la règle qu'il faut appliquer. Je te donnerai la vérité. C'est-à-dire, une fois qu'on a constaté les faits, on est obligé d'appliquer la règle. La règle, c'est qu'il faut avoir une monnaie forte pour augmenter le pouvoir d'achat de la population en interne et en externe. Mais c'est très compliqué de savoir ce qui peut protéger notre industrie européenne, parce que l'enfer est quand même pavé de bonnes intentions. On le voit sur le contenu européen, ça fait augmenter les prix. Sur la taxe carbone qui vous est chère, Jean-Marc, à 7h45, on sera avec Jean-Marc Germain, c'est le patron de Constellium, c'est une boîte dans l'aluminium. Il va y avoir une taxe carbone à partir du 1er janvier 2026 sur l'aluminium pour protéger l'industrie. Lui dit c'est le contraire, ça va nous faire mourir parce que ça augmente les prix. Exactement, augmenter les prix. Alors la taxe carbone, il faut, pour éviter qu'il y ait des augmentations de tous les prix, la taxe carbone, elle doit faire en sorte que le prix du carbone augmente, et ça doit être compensé justement par des mesures telles que un taux de change plus favorable qui permet de baisser les prix autres que les prix qui contiennent du carbone, et par une lutte systématique contre l'inflation sur les prix et des baisses d'impôts sur les endroits où il n'y a pas de carbone.